Alors, on va passer à la séquence, troisième séquence de la matinée avant de prendre quelques minutes de pause. Une séquence qui va commencer, parce que ça va être le thème de la journée, notamment des ateliers, mais on va commencer à introduire ce sujet des compétences de Catalyse, notamment comment on spécifie ces nouvelles pratiques. Alors, pour introduire cette séquence, de rappeler juste que l'approche stratégique dont on a parlé depuis ce matin du territoire, ça permet à chacun des profils d'acteurs de définir son rôle en fonction de qui il est. L'acteur public, on l'a vu, donne légitimement un cadre à l'action. La société civile, on vient de le voir et de l'entendre, elle se mobilise activement en fonction de qui, de quels sont ces acteurs qui la constituent. Et l'acteur académique, lui, va permettre d'anticiper les nouvelles tendances. Et on voit bien que ces différentes légitimités sont extrêmement importantes, qu'elles doivent s'articuler. Mais c'est cette articulation parfois qui peut être complexe et qui nécessite aussi de faire appel à une ingénierie spécifique que l'on appelle la catalyse territoriale qui, au niveau du réseau, depuis 2014, on essaye de mieux comprendre et de mieux incarner. Alors pour resituer la catalyse par rapport aux autres formes d'ingénierie, c'est de rappeler qu'il existe 3 formes d'ingénierie en territoire qui sont complémentaires et qui sont nécessaires aussi pour mettre en œuvre les projets de territoire. On a bien sûr l'ingénierie de gestion publique qui est portée par les collectivités, l'ingénierie de management de projets transverses qui est portée par l'acteur public et ou l'acteur privé, la société civile organisée. Et on a donc cette fameuse ingénierie de catalyse qui est en émergence depuis une dizaine d'années. C'est une ingénierie qui, comme le rappelait Frédéric tout à l'heure, elle permet de créer des liens, elle permet de susciter les interactions, et puis elle permet aussi d'articuler, c'est vraiment le terme important, la contribution de chaque profil d'acteurs qui sont différents. Alors, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'ingénierie de catalyse, elle se caractérise, elle se matérialise par des compétences relationnelles, par des compétences transverses qui impactent de plus en plus, et on le voit, les 2 autres modèles d'ingénierie. Alors comme le précisait Frédéric en introduction, on est passé en 10 ans de quelques pionniers, de quelques marginaux séquents, à une situation où c'est une nouvelle ingénierie qui commence à prendre sa place dans le paysage actuel. Mais pour autant, ça reste quand même une ingénierie qui est en émergence, parce qu'on n'a pas, on ne peut pas aujourd'hui définir le modèle clé en main qui permettrait de définir cette ingénierie, et c'est pas non plus l'apanage d'un seul acteur local qui pourrait porter ces pratiques. Donc on est plutôt face à des situations de démarche apprenante et pragmatique, parce qu'elles sont fondées sur cette fameuse capacité à articuler à la fois les priorités locales, les acteurs et les actions qui sont déjà engagés. Donc maintenant, la question c'est comment se traduit cette ingénierie dans les différents métiers qui agissent en territoire, et c'est ce que je vous propose de voir ensemble avec moi, et je les appelle à venir me rejoindre. Cécile Cotte, Michael Restier qui est en distanciel, Patricia Auroy, Léa Boira et Bernard Alix. N'hésitez pas à prendre place. Ah, voilà Michael qui se connecte, je pense. Bonjour à tous. Ah, Valérie, elle est un petit peu en avance. Mais on lui dit bonjour quand même. Bonjour. À plus tard Valérie, c'est pas encore ton tour. Alors merci à tous pour votre mobilisation. Donc pour introduire cette séquence sur les pratiques et les compétences, le réseau a posé son projet stratégique l'année dernière, et il a vraiment pour ambition de pouvoir qualifier les pratiques de catalyse et les compétences qui y sont associées pour justement pouvoir dépasser cette ère de pionniers de marginaux séquents. Et donc cet apprentissage, cette connaissance, cette reconnaissance des pratiques, elle est possible parce qu'il y a une diversité d'acteurs qui travaillent sur cette question. Il y a l'acteur académique, on va l'entendre avec Cécile, qui permet de poser un cadre de référence. Il y a aussi tous les acteurs de l'ingénierie territoriale qui, grâce à leurs actions au quotidien de terrain, font réfléchir, font évoluer leur propre métier et enrichissent les réflexions. Et puis les acteurs de la formation qui définissent les conditions pour monter l'agir en compétence, comme même elle le rappelait Bernard Alix, et qui nous expliquera tout ça tout à l'heure. Alors pour commencer, Cécile Cotte, vous êtes ingénieure d'études à AgroParisTech. Donc l'établissement mène depuis déjà un certain nombre d'années des travaux de recherche sur les compétences d'ingénierie territoriale. En 2019, la chaire Interaction a été créée pour mieux identifier et qualifier les synergies entre les différents acteurs locaux. Et d'ailleurs, la chaire
contribue aussi activement au programme chef de projet innovation territoriale qui est porté par la Fondation des territoires et qui demain va se lancer dans une nouvelle phase expérimentale puisqu'on réunit pour la première fois nos 12 territoires pilotes. Est-ce que, Cécile, vous pouvez nous présenter là où vous en êtes, les différents angles de vos travaux de recherche ? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation du Rameau pour introduire cette discussion avec des acteurs qui vont certainement présenter leur regard averti sur ces métiers des territoires. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle d'ingénierie territoriale, vous remarquerez que l'ingénierie territoriale, c'est là je le dis au singulier, mais finalement on le dit plutôt au pluriel. Et Elodie nous a présenté justement comment le Rameau les qualifie, ces 3 ingénieries territoriales, dont l'ingénierie de la catalyse qui nous concerne aujourd'hui plus précisément, mais finalement on a des ingénieries qui ne s'opposent pas, qui se combinent, qui se révèlent dans l'action aussi, et donc qui viennent se confronter à des situations particulières vécues par les professionnels dans les territoires. Et donc lorsqu'on parle de ces ingénieries territoriales, finalement derrière on a des femmes, on a des hommes qui sont au quotidien au cœur de ces mouvements, de ces territoires agissants, et c'est un peu ce qui va nous intéresser, parce qu'effectivement donc Elodie présentait la chaire interaction, c'est aussi le cas de l'équipe d'enseignants-chercheurs à laquelle j'appartiens au sein d'AgroParisTech Clermont-Ferrand, où on va avoir une volonté d'aller vraiment à la rencontre des territoires, d'aller sur le terrain. Ça a souvent été mentionné ce matin, de dire que voilà, les territoires ont des spécificités, donc chaque terrain, chaque maille territoriale produit aussi des façons de faire qui peuvent être très variées, et donc on va aller à la rencontre de ces professionnels, partir du terrain, s'intéresser à ces individus, s'intéresser à comprendre comment vont se nouer les liens, où sont les tensions, les leviers à saisir, en tout cas essayer de comprendre ces situations professionnelles significatives qui vont nous parler de leur façon de faire. Et donc là, on en revient un petit peu à la question des compétences, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais donc c'est intéressant de comprendre les façons de faire et l'évolution de ces façons de faire, notamment dans le cadre d'une époque qui bouge énormément, j'y reviens pas non plus. Et donc l'année dernière, avec le Rameau et sous l'égide de la Fondation des territoires, on a eu la volonté de réfléchir justement, de prendre le temps de la recherche sur les compétences de chef de projet en innovation territoriale. Et il nous a paru nécessaire en tout cas d'aller à la rencontre de ces chefs de projet en innovation territoriale. Et pour cela, nous avons accueilli Pierre Breil, qui est au fond, qui est en stage et qui est étudiant à l'Institut catholique de Paris et qui est allé à la rencontre de 7 professionnels depuis mars pour recueillir sur 5 territoires, petits et moyens territoires, pour qualifier un peu plus ces territoires qu'on est allé rencontrer, voir un petit peu ce qui se passait, ce qui bouillonnait au sein de ces pratiques. Et même si on n'en est encore qu'au début de cette dynamique de recherche, parce que elle demande à être complétée, mais nous pouvons peut-être tirer 3 observations que je vous propose en débat pour cette partie de la journée. Donc peut-être la première observation, quand on regarde justement ces compétences dans l'action, à partir de ces 7 chefs de projet que nous sommes allés rencontrer, c'est que on a des situations professionnelles auxquelles ils sont confrontés qui sont vraiment foisonnantes. Ils passent d'une mission à l'autre, ils font parfois le grand écart entre des situations où on peut parler d'ingénierie de gestion, justement, de réponse à appel à projet, de montage de budget, de projet, etc., à des situations plus relationnelles, de stratégie, où là on va penser une vision sur le moyen long terme, et donc qui va demander d'autres compétences, d'autres connaissances, et donc on est vraiment sur
sur ce foisonnement qui suppose derrière vraiment un spectre de connaissances et de compétences très large, extrêmement large. Ce qui nous pose la question justement de est-ce que ce sont des compétences qu'on peut acquérir quand on est face à des situations qui peuvent être aussi variées, aussi diverses. C'est difficile, voilà, de se former au préalable à des situations auxquelles on peut ne pas être préparé. Et c'est d'autant plus vrai que aujourd'hui, on a une multiplication d'acteurs, justement parce que les territoires sont aujourd'hui saisis au prisme d'un système, donc quelque chose de transversal, de systémique, qui va démultiplier la complexité et les interactions. Et donc, finalement, ça remet en question la notion même de référentiel métier. Quand on parle de compétences, souvent on a la question de référentiel métier. Et on peut se poser la question de finalement ce mouton à 5 pattes avec un éventail de compétences aussi large, est-ce qu'il existe ? Et est-ce qu'il peut exister ? Et donc derrière, je ne dis pas que la situation d'apprentissage ne peut pas se faire, mais finalement comment penser cette situation d'apprentissage pour les professionnels. Et peut-être ce qu'on peut observer sur les terrains, c'est qu'il y a au moins une qualité qui est partagée, que l'on voit, qui est dans une logique d'action, en tout cas, qui renvoie peut-être à cette ingénierie de la catalyse, à être générateur de liens, et qui demande à rester ouvert à la rencontre, à l'improbable, j'ai envie de dire, parce qu'on parlait des possibles, rester ouvert aux possibilités, et finalement être disponible. Et cette disponibilité, peut-être ça renvoie à cette idée de résonance. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Hartmut Rosa qui parle justement d'être en résonance. Je pense qu'il y a un besoin de résonance dans les territoires et entre acteurs qui émerge et qui semble partagé entre, en tout cas, les chefs de projet qu'on a rencontrés, et qui dit aussi qu'il faut accepter de se laisser transformer et qu'il faut accepter que tout n'est pas maîtrisable. Et donc avancer aussi, en étant dans cette approche de disponibilité, dans un monde complexe et incertain, et ce positionnement, finalement, cette logique d'action-là, en résonance, finalement, elle est peu reconnue, et on pourra y revenir, mais c'est aussi quelque chose qui ressort. Parce que le temps long, on a parlé du temps long, il suppose aussi d'être présent sur ce temps long, et c'est pas toujours le cas de ces chefs de projet qu'on a rencontrés. La deuxième observation du terrain qu'on peut tirer, c'est que, et il faudrait l'approfondir bien entendu, ça fait écho aux précédentes interventions, c'est celle des coopérations. Avec qui coopérer, comment coopérer, on a entendu concertation, multi-acteurs. Il y a des coopérations légitimes, des coopérations qui existent dans des habitudes de travail et des cultures de travail traditionnelles. Donc on peut penser notamment à la sphère publique, bien sûr, des collectivités, de l'État, etc. Et puis je pense que Michael Restier ou Bernard Alix pourront y revenir, puisque là aussi on voit quand même des transformations. Il y a la sphère privée, bien sûr, on a eu aussi un représentant tout à l'heure des entreprises, mais cette sphère privée, elle n'est pas toujours intégrée dans le prisme de travail des chefs de projet, mais elle acquiert de plus en plus de place, en tout cas dans cet écosystème des territoires de projet, et Patricia Auroy pourra en témoigner aussi de l'évolution. Et on a les acteurs associatifs, ce qui est très important aussi, qui deviennent vraiment des activateurs de projets assez clés. Et là, je laisserai la parole à Léa pour en parler. Et puis, je tenais aussi à signaler, alors certes les citoyens, et justement comment on associe les citoyens, mais également peut-être des acteurs plus invisibles, des acteurs qui vont être dans les plis des territoires et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller rencontrer ou qu'on ne voit pas forcément, et qui posent la question aussi de dire, des acteurs qui sont moins organisés, qui s'insèrent pas forcément dans des dynamiques institutionnelles ou communautaires, comment on va aussi les rencontrer, parce qu'ils peuvent être porteurs d'un faire ensemble. Et donc ça reste une question qui est posée à ces chefs de projet, à cette ingénierie de la catalyse, et qui
qui est aussi observé sur les terrains. Et puis pour terminer, ces enjeux de coopération, ils amènent à la troisième observation qu'on peut faire de ce début de stage, en tout cas de Pierre, c'est qu'en fait, on peut aussi changer d'échelle, et la place des chefs de projet, elle s'interroge aussi dans des organisations et dans des institutions. Et ces organisations et ces institutions, elles peuvent orienter aussi leur manière de faire leurs actions. Et donc, c'est la question de comment on favorise un cadre de travail qui soit en transversalité, qui permette de penser de façon systémique, de reconnaître aussi des pratiques d'exploration, des pratiques de rencontres informelles, de construction à petits pas dans un écosystème ouvert, justement. Et bien sûr, comment valoriser l'humain dans des processus d'ingénierie territoriale qui positionnent ces actions-là sur le temps long, on en a déjà parlé, et qui peut parfois créer des tensions entre temps politique et temps du projet. Donc pour conclure et laisser la place à mes collègues proches, je dirais que finalement ce débat sur les compétences de la catalyse et ce qui émerge du stage de Pierre, ça peut renvoyer à une question à 3 échelles. La première, c'est qu'est-ce que ces situations professionnelles qu'on observe demandent à la personne en termes de compétences, ou en tout cas d'apprentissage ou de posture dans les territoires, et qu'est-ce que ça demande à l'organisation en termes de management, et puis finalement, qu'est-ce que ça demande à l'institution en termes de reconnaissance. Merci. Merci beaucoup Cécile, vous avez très très bien introduit les ateliers de cet après-midi. Voilà, alors à côté des travaux de recherche, il est bien sûr très intéressant d'écouter les acteurs de l'ingénierie, qu'elles soient publics ou privés, qui sont eux directement concernés au quotidien dans la mise en œuvre de ces pratiques de catalyse. Alors on va voir quels sont les impacts de la catalyse sur les différents métiers, et on va commencer par l'acteur public avec vous, Mickaël Restier. Vous êtes directeur, donc vous êtes à distance, vous êtes directeur de la NPP Territoire de Projet, et le 20 novembre 2020, le Premier ministre a impulsé une nouvelle relation entre l'État et les collectivités au travers des contrats de relance et de transition écologique. Et à partir de leur projet de territoire, les collectivités sont particulièrement incitées à mobiliser leur écosystème local. Alors la NPP a été pionnière dans la matière, puisque vous avez, on en a déjà évoqué le sujet, initié 3 VADEMECOM pour accompagner justement ces projets de territoire. En 2021, sur la notion de projet de territoire, donc une vision stratégique et long terme. En 2022, sur l'ingénierie publique locale dont a parlé Josiane Cornelou tout à l'heure. Et cette année, sur la question des coopérations. Et puis, votre association s'est également engagée à suivre l'évaluation des CRTE jusqu'à leur terme, c'est-à-dire en 2026, grâce à un contrat-CIFRE. Alors, vous êtes, vous aussi, en première ligne pour observer ce qui se passe concrètement dans les petits et moyens territoires, c'est-à-dire ceux qui sont peu dotés en ingénierie locale et territoriale. Et là, 2023, on est à mi-chemin de la mandature actuelle, donc 2020-2026. Selon vous, enfin pour vous, quels sont les enseignements que vous tirez de l'évolution de l'ingénierie publique locale? Merci Elodie, merci au Rameau, et je venais à souligner en fait la grande qualité de la table précédente, et je souscris pleinement notamment aux propos de Madame Louche. Énormément de questions du coup. La notion de projet de territoire est pour nous en fait la base sur laquelle en fait on doit déployer ensuite l'ensemble des actions en fait qui sont portées dans différents outils, et donc en fait le CRTE étant le dernier. Alors pour rappel, le CRTE est la fusion des anciens contrats de ruralité d'une part et des CTE. Je sais que Sandrine Fourny intervient juste après, on était l'instigatrice, donc contrats pour la transition écologique, et qui sont devenus des contrats pour la relance et la transition écologique. Donc du coup en fait il était question donc du coup s'adosser sur un projet de territoire. Je reprends pas l'excellente intervention de ma présidente en matinée qui doit être stratégique, intégrée, partagée, et qui a fait, comme vous l'avez dit Elodie, en fait l'objet de plusieurs VADEMECOM. Les CRTE pour nous, donc évidemment c'est une idée, c'est une bonne idée déjà, dans la mesure en fait l'État a souhaité avoir un support, en tout cas intégrateur de l'ensemble de dispositions qui puissent exister, et l'objectif étant en fait de mise en cohérence en fait des différentes politiques publiques. Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Madame Cotte juste avant, l'importance en fait de redonner du sens en fait à l'action publique.
parce que du coup, nous avons en fait des outils réglementaires. Je prends le SCOT par exemple, le plan climat, et des dispositifs contractuels, le CRTE par exemple, mais il y en a plein d'autres, je pense au programme Leader, et le fait de comment on arrive à donner du sens. Et donc ça, c'est tout l'enjeu en tout cas, et toute la plus-value de cette ingénierie public territorial, donc on appelle nous développeurs territoriaux, mais qui est en fait se calque en tout point en fait aux travaux qui sont menés par le RAMO. Donc du coup ces CRTE en fait sont évidemment en fait la bonne, un bon outil. Nous ce que nous souhaiterions, donc le constat qu'on en fait, c'est que malheureusement, et donc en fait comme tout dispositif qui se lance, il y a des perfections à apporter au dispositif, notamment donc du coup en fait à ce que le TE soit aussi prégnant et important que le R qui a été la relance en fait jusqu'à présent, et donc en fait du coup à réinverser et vraiment à en faire un outil qui soit en fait au service de la transition écologique. Donc du coup c'est ce que nous appelons de nos voeux, et il semblerait que nous soyons entendus dans la mesure où une circulaire semblerait être en cours de rédaction sur donc des CRTTE, donc contrat pour la réussite de la transition territoriale et écologique, donc qui s'inscrivent dans la même philosophie que le CRTE, donc avec cette dimension un peu réceptacle en tout cas de ce dispositif contractuel, et auquel viendraient se greffer d'autres dispositifs. Dans certaines choses aussi pour être améliorées, notamment sur la question du financement de l'ingénierie, on a donc cette ingénierie du développement local, et pour nous en fait, et Cécile l'a très bien dit en fait, c'est une ingénierie financière, donc du coup que je relis en fait, qui arrive à donner du sens en fait et à jongler avec différents dispositifs ou des outils, mais aussi une ingénierie d'animation. C'est l'animation du réseau, donc plutôt avec une approche endogène, mais également exogène, avec toutes les questions des coopérations. Donc du coup il s'inscrit au cœur des missions au quotidien de ces ingénieurs territoriaux. Sur le financement de l'ingénierie, on le redit en fait, donc c'est une proposition de l'association qui est de financer cette ingénierie. Et en fait, c'était vraiment la demande des élus. Alors, évidemment, l'ingénierie du CEREMA, de la NCT, de l'ADEME et d'autres, en fait, sont indispensables. L'ingénierie privée est également très utile. Mais en fait, on a besoin de cette ingénierie, de cet agent qui connaissent la culture locale, qui connaissent les réseaux, qui connaissent l'histoire et qui puissent justement, en fait, arriver à donner un sens à l'action publique. Donc, du coup, le 1% ingénierie qui est en fait de dédier 1% des volumes d'investissement, je pense à DETR et ZIL, et en fait à le flécher en fait sur le financement des agents, parce que en fait il serait de bon ton de considérer que l'humain en fait n'est pas une dépense de fonctionnement, mais bien un investissement. Sur la question de la pluriannualité également, nous appelons de nos voeux en fait à ce qu'il y ait une visibilité à plus long terme de ce CRTE, et donc du coup sur alors peut-être pas la durée des 6 ans, mais au moins une visibilité à 3 ans, ce qui permettrait aux élus d'avoir une approche en fait plus sereine en fait dans la gestion des équipes aussi, mais aussi dans le financement en fait des actions inscrites dans le contrat. Et une autre chose, mais en fait le fonds vert y a contribué. Nous souhaiterions que les CRTTE à venir, CRTE actuels, respectent plus un principe d'éco-conditionnalité du financement des actions sur la question de la transition écologique, bien évidemment, mais de l'impact sociétal, ou en termes par exemple également de concertation, le fait que les actions doivent être concertées, ou sur les questions d'évaluation. Donc d'être plus ambitieux dans la manière dont on utilise ces différentes enveloppes financières de l'État. Financement évidemment de l'ingénierie, mais il y a ce qu'on pourrait également en fait aussi proposer, c'est une formation des élus et des services de l'État pour une meilleure appréhension globale de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Beaucoup d'élus nous remontent qu'en fait il est compliqué pour eux d'avoir en fait une bonne connaissance quand on parle de plan climat, de SCOT, de contrat local de santé, les ZFE, le ZAN. Donc en fait il y a un florilège en fait de contraintes et d'injonctions qui fait que l'élu peut être un peu dépassé s'il n'a pas cette ingénierie qui est là pour l'accompagner. Et que
sur cette question de la transition, j'en finirai par là, pour respecter le temps, Élodie. En fait, nous avons recruté, nous accueillons plutôt, pardon, un doctorant qui fait sa thèse CIFRE et qui va réfléchir sur la manière dont les transitions écologiques sont prises en compte dans les différentes contractualisations que l'État, en fait, porte avec les collectivités et notamment sur le CRTE. Donc, du coup, nous aurons plaisir à vous faire part, en fait, des conclusions ou en tout cas même à mi-parcours des travaux sur le sujet. Et je vous remercie encore pour votre écoute. Merci Mickaël. Merci Mickaël. Alors, ce que vous disiez sur la sensibilisation ou la formation à l'écosystème local, c'est aussi une façon de dire, c'est ce que vous remettez aussi dans votre 3e Vademecum coopération, avec qui coopérer, qui mobiliser, ce que disait aussi Cécile tout à l'heure. Et c'est une question qui se pose pour tout le monde, hein, que ce soit pour l'acteur économique comme pour l'acteur public. C'est l'une des préoccupations d'ailleurs des collectivités pour qu'elles puissent co-construire leur politique publique locale. Alors justement, dans cette continuité de l'acteur public, la question c'est comment justement le métier des développeurs économiques est impacté par ces transitions et par notamment les pratiques de catalyse. Et donc pour cela, je me retourne vers vous, Patricia Auroy. Vous êtes vice-présidente du Réseau national de l'économie territoriale. C'est une communauté de développeurs économiques et le réseau accompagne ces développeurs dans leur montée en compétences depuis 30 ans. Les développeurs économiques sont de plus en plus impactés par une diversité de transitions, on en a déjà parlé tout à l'heure, et surtout la nécessité peut-être d'inventer de nouveaux modèles socio-économiques territoriaux. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, comment la catalyse impacte les développeurs économiques dans leur métier au quotidien ? Merci Elodie. Ça va là ? Oui. En fait, oui, le réseau national de l'économie territoriale, enfin le métier de développeur économique existe depuis qu'il y a des comités d'expansion économique, ça fait quelques décennies, et a été intensifié notamment au niveau des collectivités territoriales avec la vague de décentralisation des années 80. Et le RENET est né à peu près à ce moment-là, dans les villes moyennes, les développeurs économiques des villes moyennes qui ont eu envie de se retrouver et de partager, et notamment de développer des boîtes à outils pour accroître les compétences des développeurs économiques. Et le RENET, donc, c'est tout ce prolongement, ce travail en continu depuis 30 ans, avec un comité de pilotage qui est constitué de développeurs économiques qui sont au concret tous les jours de la pratique de leur métier et qui construisent notamment des rencontres annuelles, boîtes à outils pour le développeur économique. Alors, on a vu toute l'évolution des transitions, impactées par exemple la programmation européenne, hein, qui a obligé à reconsidérer petit à petit le métier de développeur économique. On peut questionner le mot développement, on le questionne beaucoup actuellement, développement économique dans un monde qui a de plus en plus de limites et où la croissance, le développement n'est plus forcément le mot à utiliser et derrière des pratiques à utiliser. Donc, clairement, le métier doit être repensé. Il n'y avait pas vraiment de référentiel métier. D'ailleurs, les développeurs connaissent aussi l'interrogation des gens autour d'eux. Mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Le terme moto à 5 pattes a été utilisé tout à l'heure. Couteau suisse, c'est vraiment ce qui remonte depuis très longtemps de ce métier-là, qui est assez incompréhensible pour les gens qui ne baignent pas dedans. Et dans ce que j'ai entendu de Cécile et d'autres interventions, ça fait longtemps qu'on vit ça en tant que développeur économique. Et donc en 2017, sous l'impulsion de la DCF, Intercommunalité de France, avec le CNER, le réseau des agences de développement, CCI France, France Cluster, France Initiative, Ville et Emploi, toutes ces organisations sont des organisations d'employeurs, de développeurs économiques, et donc un référentiel métier a émergé. Le RENET était, à titre, nous ne sommes pas organisation d'employeurs, mais nous avons été consultés à titre consultatif dans la construction de ce référentiel.
Donc catalyseur, facilitateur, on utilisait davantage le mot de facilitateur, créer du lien, ce sont des mots et puis des habitudes de travail du développeur économique depuis longtemps. Son cœur de métier, c'est accompagner l'entreprise dans son développement avec l'ensemble de l'écosystème d'affaires, d'innovation, de la recherche, à la formation, enfin voilà, tout cet écosystème qui accompagne l'entreprise, l'aménagement du territoire, des zones d'activité, enfin, etc. C'est le quotidien des développeurs économiques. Mais on a vu ces dernières années des questionnements émerger, la montée de l'économie sociale et solidaire. Les développeurs économiques ne travaillaient pas avec le monde de l'économie sociale et solidaire. Il fut un temps où les élus et où l'intérêt c'était d'attirer de grosses entreprises sur le territoire. Et d'accompagner bien sûr le développement alors davantage de filières aussi, mais il est vrai que c'était surtout ça le quotidien de l'entreprise, et on a vu émerger aussi la prise en compte de nouvelles formes d'émergence d'activités économiques qui peuvent être portées par des collectifs de citoyens. Ça a été abordé lors de nos rencontres il y a 5-6 ans à peu près. Donc voilà, on voit bien que petit à petit sont arrivées des préoccupations différentes pour le développement économique, avec des acteurs qu'ils n'avaient pas l'habitude avec lesquels ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Donc ça veut dire effectivement travailler différemment, de nouvelles compétences à acquérir, transversalité, systémique, enfin voilà, des mots qui ont été utilisés, ça devient vraiment prégnant. Au sein de la collectivité, des habitudes de travailler différemment, des collectivités, des organisations, puisque il y a de nouvelles fonctions qui émergent, transition écologique, développement durable, travailler sur les déchets, enfin, etc. Ces gens-là n'ont pas l'habitude de travailler avec les développeurs économiques, donc invitent les entreprises qui ne viennent pas, parce que leur contact, c'est plutôt le développeur économique, et donc du coup, ces chargés de projet, enfin, etc., se retournent au dernier moment vers le développeur économique, affolés de ne pas avoir d'entreprise, et du coup, le développeur économique intervient en pompier. Enfin voilà, c'est la réalité des entreprises au quotidien. Et également donc un accompagnement différencié des entreprises à avoir maintenant, puisqu'on l'a vu avec la crise sanitaire, avec la guerre en Ukraine, recomposition des chaînes de valeur, relocalisation, on parle beaucoup de relocalisation, à minima en Europe, et si possible en France, et avec une notion de proximité. C'est aussi accompagner aussi de nouvelles formes d'économie de proximité, de circuits courts, etc. Donc qui renvoie beaucoup d'ailleurs au monde de l'économie sociale et solidaire. Et là, pour le coup, c'est aussi de nouveaux terrains à explorer. C'est l'eau. Nos dernières rencontres à Lons-le-Saunier en septembre dernier, c'était les feux. Ce qui était là, c'était très prégnant. C'est les feux de forêt, c'est qui détruisent des surfaces. C'est l'eau, le manque d'eau. C'est le ZAN aussi, zéro artificialisation nette. C'est l'impact de loi climat et résilience. C'est l'impact des normes et réglementations pour les entreprises, pour les chaînes de valeur, et c'est aussi accompagner les entreprises pour aller vers des modèles vertueux. C'est aussi penser différemment l'attractivité du territoire au regard des enjeux, donc des enjeux dont je viens de parler aussi, manque d'eau, etc. Et donc, il ne s'agit plus seulement maintenant d'attirer des entreprises comme on le faisait avant, si possible de grandes entreprises qu'on allait chercher à l'étranger ou dans des zones un peu saturées en France, pour les amener sur des zones moins saturées. Mais maintenant, c'est aussi surtout attirer des entreprises en cohérence avec les ressources du territoire, les acteurs déjà présents et dans le respect du vivant. Donc là aussi, ça oblige à reconsidérer complètement ce qui peut la façon de travailler du développeur économique. Ça renvoie vraiment à un changement de posture. Même si, encore une fois, le développeur économique, comme je le disais, est depuis longtemps un couteau suisse, un mouton à 5 pattes, c'est quand même maintenant reconsidéré avec de nouveaux acteurs, la société, les habitants, enfin, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent porter des projets collectivement, des systèmes territorialisés énergétiques, des circuits courts, enfin, etc. C'est aussi, et donc ça renvoie vraiment à la formation du développeur économique, et je rejoins complètement les questions de Cécile là-dessus, mais aussi celles des autres agents des collectivités. Je parlais de ces nouveaux postes qui sont créés, des collectivités
mais aussi des organisations au sens large et des élus qui, effectivement, n'ont pas forcément la culture, la connaissance de ces écosystèmes, mais aussi ont des attentes ne collent plus forcément à la réalité du terrain et de la réponse aux enjeux aux défis que nous devons relever maintenant. Donc voilà ce que je peux dire de ce métier du développeur. Et c'est vrai que du coup, il y a 2 ans, à nos rencontres de Cœur de Jura, où Charles Benoît était intervenu, la question que nous avons posée, c'est le métier, le développeur économique est-il un catalyseur ? Et nous avons mis en place un groupe de travail, une réflexion en continu sur l'évolution de ce métier pour apporter des outils comme la catalyse territoriale, des méthodes au niveau ingénierie évolutive, et les travaux du Rameau en ce sens sont très importants pour nous. Merci Patricia, et toutes les réflexions que l'on mène en ce moment avec tous les acteurs autour de la table, l'objectif c'est vraiment de pouvoir réunir ces croisements et ces réflexions sur justement ces postures et l'évolution des pratiques. Merci beaucoup. Alors on a vu avec Cécile... On a vu avec Cécile le cadre de référence qui est proposé, de réflexion qui est proposé par l'acteur académique. On a vu l'évolution de l'ingénierie publique locale. Maintenant, on va se retourner vers les maisons des associations. Léa Boira, vous êtes chargée de mission donc au RNMA, et cela fait, Carole le rappelait tout à l'heure, ça fait de nombreuses années que le réseau réfléchit régulièrement à l'évolution des métiers des maisons des associations. On a vu une évolution de l'accompagnement interassociatif, maintenant de plus en plus de l'accompagnement des territoires. Et ce que disait Laureline tout à l'heure, c'est que ces réflexions, elles ont été mises en exergue lors des rencontres nationales du réseau à La Réunion, ce qui a été d'ailleurs l'occasion de bien valoriser les spécificités des territoires ultramarins. Et ça fait aussi depuis 3 ans que le réseau réfléchit et a entrepris plutôt de produire un référentiel sur le métier d'accompagnateur des maisons des associations. Et Léa, est-ce que vous pouvez nous commenter les éléments clés de ce référentiel ? Oui, merci. Bonjour, c'est bon. Ok. Déjà, je vais faire un peu comme tout le monde, mais je voulais vous remercier également de l'invitation, et notamment remercier le fonds ODD 17 qui a financé ce travail-là d'élaboration du référentiel. C'est également un travail de fond qui a été mené sur le temps long, comme on en a parlé. Et c'est un travail qui a été mené dans une démarche de recherche-action en associant à la fois les maisons des associations membres du réseau, mais également d'autres réseaux, et notamment des fédérations sectorielles qui accompagnent leurs associations membres, comme la Ligue de l'enseignement ou Famille rurale, etc. Et puis le CNFPT, puisqu'on a beaucoup de maisons des associations, mais aussi au-delà de nos maisons des associations membres, il y a des municipalités, etc., qui ont des services vie associative qui mettent en œuvre ce métier. Donc l'idée, c'était de rassembler l'ensemble des acteurs qui le souhaitaient autour de cette définition commune de ce qu'est le métier d'accompagnateur de la vie associative locale, avec, comme en parlait Patricia, une importance de la dimension de la proximité. Et donc, je vais revenir sur ce que Cécile Cotte disait sur les 3 niveaux. La situation professionnelle qui demande des compétences, des outils et puis des éléments de posture également. Donc, c'était un premier enjeu, c'était déjà de donner à voir les situations professionnelles existantes, c'est-à-dire que la recherche-action a été menée avec des focus group, des rencontres d'acteurs de terrain pour comprendre ce qu'ils faisaient au quotidien et essayer de déterminer quelles sont leurs fonctions, et en face de ces fonctions-là, quelles sont les compétences mobilisées. Parce qu'on a des moutons à 5 pattes et que c'est des moutons à 5 pattes qui n'ont pas une formation de moutons à 5 pattes. Ils ont une formation
très, très variés, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est surtout lié à leurs engagements et leurs expériences, souvent leurs expériences bénévoles et leurs expériences dans des contextes et dans des éléments qui sont très différents. Donc ça, c'était un premier enjeu. Le second enjeu, c'était l'enjeu organisationnel, c'est-à-dire qu'au niveau du management, il y a la question des outils RH, de comment on recrute, comment on construit une fiche de poste, comment on construit des parcours de formation. Donc, il n'existe pas de parcours de formation. Est-ce qu'on a des outils pour valider les compétences, des choses de cet ordre-là. Et le troisième niveau de la reconnaissance institutionnelle, c'est aussi au-delà d'une fiche de poste, c'est est-ce qu'il y a un code ROM qui existe auprès de Pôle emploi? Est-ce qu'il y a une reconnaissance de l'existence de ce métier? Et est-ce qu'il y a un socle commun, y compris pour l'élaboration du métacadre, et notamment donc du cadre des politiques publiques, puisque le travail d'élaboration de ce référentiel, il s'est construit dans le contexte de la préfiguration de ce qui est aujourd'hui appelé Guidasso, et qui est une politique publique nationale pour créer du lien et permettre de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national l'accompagnement de la vie associative. Et donc, on voit que se mettent en œuvre des tentatives intéressantes, vraiment de mettre en lien les acteurs, etc., mais qu'il n'y avait pas de socle commun sur ce qu'on faisait. Donc, on a initié et piloté ce travail avec ce comité de pilotage, et on a abouti à une proposition de référentiel métier qu'on présentera sur le dernier trimestre 2023, si tout va bien, et qu'on a déjà eu l'occasion de présenter un petit peu lors des rencontres nationales à La Réunion. Ce qui est important là-dedans, c'est aussi la diversité des contextes d'action, des situations professionnelles, puisqu'il y a les territoires ultramarins ont des particularités. On est insulaire, on n'a pas la continuité territoriale, comment on travaille la proximité, etc. On a des territoires qui sont urbains, périurbains, ruraux. On a des personnes qui exercent en tant qu'agents de la fonction publique, d'autres qui exercent de manière bénévole ou en tant que salariés d'associations, et avec des niveaux de responsabilité différents. Donc ça a été un travail d'élaboration, déjà de donner à voir l'existant et sa diversité et sa richesse. Et ce qui est ressorti au niveau des fonctions, c'était aussi 3 niveaux d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on accompagne les associations, donc un accompagnement organisationnel, des associations, mais aussi des collectifs et des projets d'associations, sachant que le format associatif est aussi un format avec lequel on produit des coopérations, puisqu'il y a des associations qui rassemblent des entreprises, des associations qui rassemblent des collectifs, des artistes, des indépendants, etc. Donc il y a un premier accompagnement qui est vraiment au niveau organisationnel. Il y a un accompagnement qui est plus au niveau interassociatif, avec de la formation du collectif, créer des liens. Et puis, on arrive sur l'accompagnement de projets de territoire. Et on s'est rendu compte sur l'élaboration du référentiel que c'était une fonction qui était déjà existante chez la plupart des structures qui accompagnent les associations à l'échelle locale, de à la fois susciter des rencontres, des interactions, de faire émerger des projets communs, mais aussi de faire contribuer aux projets, aux politiques locales, aux projets de territoire, etc. Et de permettre des rencontres d'acteurs qui sont différentes. On parle de rencontres improbables en sociologie, et en fait la rencontre improbable, c'est quand même souvent là où émerge ce qui va être de l'ordre de l'innovation et de la réponse aux défis qu'on rencontre sur les territoires. Donc à l'occasion des rencontres nationales qu'on a eues à La Réunion, et où on a eu la chance d'avoir une super intervention d'Élodie, on a pu présenter ce qu'étaient aussi les travaux du Rameau autour de la question de la catalyse, et on a proposé un petit peu des ateliers pour permettre aux membres, donc aux maisons des associations, de se positionner sur les différentes pratiques de catalyse, sur les liens avec les différents écosystèmes, et donc avec la terminologie du Rameau. Et ce qui était intéressant dans ces ateliers-là, c'est que en fait, tout le monde se reconnaissait dans ça, alors qu'au départ, quand on annonce, on va travailler sur la catalyse, c'est assez peu évident pour des acteurs de terrain qui sont dans l'accompagnement quotidien. Donc on a un enjeu
qui est à ce niveau-là, qui est la conscientisation et le fait de créer un référentiel commun avec des mots qui sont employés par tous. Voilà, c'est un enjeu intéressant, mais le faire ensemble et le faire alliance, c'est l'essence, c'est l'ADN du fait associatif, et ça s'est construit comme ça. Le droit de faire des associations, c'est d'abord le droit de faire ensemble. Et donc, c'est un élément clé du référentiel, et on aura le plaisir de vous le présenter plus en détail. Et c'est aussi un élément clé du mode de fonctionnement des associations, y compris du mode de gouvernance, des modèles socio-économiques. On a besoin de créer des alliances, à la fois avec les pouvoirs publics, à la fois avec les entreprises, et puis avec tout ce qui va être d'autres associations, les fondations, etc. Il y a justement dans le petit Juris Asso que vous avez un petit article qu'on a fait avec un membre du réseau qui explique un modèle socio-économique basé sur les alliances. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous, et voilà. Et donc je reviendrai pas forcément plus sur l'aspect de la mise en œuvre opérationnelle de ces alliances, parce que Laureline a pas mal parlé de notre travail aussi d'expérimentation sur les méthodologies concrètes. Mais ce qui est important, je pense, au-delà de verbaliser l'importance du faire alliance, c'est de travailler sur les compétences opérationnelles et sur des outils opérationnels. Voilà. Merci beaucoup, Léa. Alors, ce qui est intéressant, et on vient de le voir, c'est de voir la capacité des acteurs de l'ingénierie à se questionner régulièrement sur l'évolution de leur métier et d'être en capacité d'inventer, voire réinventer leur propre métier. Donc maintenant, l'enjeu qui s'ouvre à nous, c'est ce que je disais en introduction, c'est de passer de ces quelques marginaux séquents à une réelle capacité des acteurs à mettre en pratique ces nouvelles pratiques, si je puis dire, de catalyse et les compétences qui y sont associées. Et donc forcément, la formation est l'un des leviers majeurs pour y arriver. Qui me permet de me tourner vers Bernard Alix, vous êtes un peu caché, de formation, voilà, vous êtes là. Oui. De formation philosophique, vous êtes chef de projet mission développement des pratiques pédagogiques au sein du CNFPT. Le CNFPT, c'est le principal organisme de formation de la fonction publique territoriale, et l'évolution des compétences des agents, c'est évidemment une question qui est au cœur de vos réflexions et qui pose aussi un certain nombre de questions sur comment adapter l'ingénierie pédagogique face à la diversité des transitions et toutes les évolutions métiers qui sont sous-jacentes. Alors, quelles sont, selon vous, les conditions de l'émergence de l'agir en compétences pour faire alliance ? Merci Élodie. Je voulais tout d'abord remercier le Rameau pour ce compagnonnage avec le CNFPT depuis déjà maintenant quelques années. Et aujourd'hui, je suis moins seul parce que mon collègue Bernard Oscagnan, chef de projet au CNFPT, sur la question des territoires, est donc présent aujourd'hui. Donc on voit bien comment on construit avec vous et notre relation de plus en plus affinée, j'ai envie de dire. Alors, apprendre à faire alliance, on est au cœur même de la question justement de la formation et notamment de cet enchevêtrement entre praticiens et chercheurs. C'est ce que je vais essayer de faire à travers ces quelques mots. Alors, la première hypothèse que je vous proposerai consistera à dire que ce qui préside dans la capacité à faire alliance nécessite une transformation des pratiques portée par de nouvelles postures, voire de nouvelles connaissances à construire. Je pense qu'on sera d'accord sur cette proposition qui a largement été soulignée par mes prédécesseurs ou prédécessrices. Et je l'illustrerai par une situation délicate, significative de l'agir en compétence, expression de l'ergologie, de cette activité spécifique au sein des territoires. Mais je vous présenterai tout d'abord une deuxième hypothèse qui m'est particulièrement chère, qui consiste à penser qu'on ne transforme ces pratiques durablement sans la nécessaire transformation de son imaginaire. Et donc, on le voit bien, par exemple, dans le passage du formateur expert ou enseignant au facilitateur centré sur le développement de la personne au travail. Alors, je distinguerai pour ce faire le savoir-faire alliance de l'agir en alliance, en écho à la différence entre le savoir-faire, que nous connaissons tous, et l'agir en compétence. Le savoir-faire est circonscrit à une tâche et peut renvoyer à un manque,
appelé souvent un besoin de formation. Alors que l'agir en compétences, et non l'agir avec des compétences, et je vous l'expliciterai tout à l'heure selon moi, eh bien, l'agir en compétences doit être compris comme un inconnu désirable. Donc l'enjeu pour moi, il est effectivement comment faire désirer l'agir en alliance, l'agir en faisant alliance en quelque sorte. Et donc c'est là où on peut s'appuyer justement sur un des principes fondamentaux de l'apprenance et de tout engagement, c'est celui du conatus de Spinoza. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais c'est parce qu'on la désire qu'elle est bonne. Alors bien sûr, pour faire désirer, il ne s'agira pas simplement de transmettre des contenus conçus en extériorité, notamment des apprenants, aussi bons soient-ils, que ce soit des connaissances, des méthodes ou des outils, pour les appliquer ensuite. Les compétences ne s'acquièrent pas. Je pense que c'est vraiment fondamental de le souligner avec vigueur et force. Elles ne sont pas constituées comme des propriétés personnelles en amont de l'agir qu'il s'agirait de mettre en situation pour les actualiser. Je pense que c'est notamment une illusion du langage qui nous amène à penser comme ça. La compétence relève, selon moi, de la coémergence, que ce soit pour un individu ou un collectif, avec ce qui le prolonge, et donc bien différencier la question du milieu et de l'environnement, un environnement en extériorité auquel il faudrait s'adapter, est différent du milieu que je construis autant qu'il me construit. Donc ce qui me semble important, c'est partir des concernements, de l'agir en alliance en ce qui nous concerne, et des situations délicates qui émergent de l'écart toujours entre le prescrit et le réel. Et donc, pour répondre à la question de Cécile, je pense qu'il ne faut surtout pas partir de référentiels métiers, qui ont par ailleurs leur plus-value, pour effectivement construire l'accompagnement en matière de formation. Alors, je prendrai par exemple une situation que j'appellerais moi délicate et emblématique, et qui était d'ailleurs formulée dans nos échanges de préparation, notamment par Cécile, me semble-t-il. Comment coopérer avec une mosaïque d'acteurs, et je rajouterai aux intérêts contraires et aux cultures divergentes. Alors, si on part de la question effectivement de l'agir en compétence pour faire alliance, on peut penser, et vous avez été nombreux à le dire depuis tout à l'heure, que la coopération est fondamentale. Et on sait très bien que pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait confiance. Et pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait prévisibilité. Et alors là, justement, pour qu'il y ait prévisibilité, il ne faut pas rechercher la maîtrise des incertitudes, qui est en règle générale le pouvoir dans les systèmes organisés, et notamment un pouvoir qui est porté par des individus. Et donc, la question, c'est comment renoncer au pouvoir individuel comme imposition de la dominance de ses désirs ou de sa volonté. Et là, il faut s'ouvrir à un autre pouvoir, à une autre forme de pouvoir, définie notamment par Hannah Arendt. Et selon cette formule, le pouvoir est la capacité à agir de façon concertée. Donc, de nouvelles pratiques doivent être portées par un nouvel imaginaire, un nouveau rapport à l'action collective. Et là, l'action commune, notamment définie par Pierre Livet, ne fonctionne pas justement sur un objectif explicitement partagé, où l'assurance qu'autrui exécuterait les règles prescrites, et là on serait plutôt dans le contrôle et la coordination, mais pas dans la coopération. Mais la coopération fonctionne encore une fois sur la confiance, et donc sur le sens, sur la vision, voire la raison d'être, telle qu'elle a été évoquée tout à l'heure, à travers des valeurs investies, incorporées et partagées, donc plutôt sur une éthique commune que sur une morale, et donc un imaginaire commun. Et donc, on retrouve bien là l'enjeu de l'imaginaire de vie, comme le disait tout à l'heure Laurent, à savoir, comme le disait Bachelard, on imagine avant de percevoir et de penser. Donc un territoire où l'on fait, où l'on agit en alliance, doit être effectivement un territoire capacitant, donc qui offre les facteurs de conversion pour la conversion justement des dispositions et des ressources des personnes en pouvoir d'agir ou pouvoir d'apprendre, et qu'il soit résonnant, tel que l'a défini très clairement tout à l'heure Cécile, résonnant et non pas raisonnant. Donc ces territoires seraient en capacité de développer l'agentivité des acteurs et soit justement pensés comme des terrains de vie.
Il faut que l'espace de formation soit lui-même donc capacitant et résonnant, donc aligné avec effectivement ce dont il est en jeu sur les territoires, donc aller vers les autres notamment, s'ouvrir à sa vulnérabilité, se laisser transformer par autrui, se laisser atteindre par un fragment du monde. Et donc il faut que l'espace de formation soit lui-même dans cette posture-là, j'ai envie de dire, dans cette culture-là, et donc c'est le passage à l'ère de l'apprenance qui est effectivement porté non pas par une nouvelle ingénierie, mais par une nouvelle façon de penser la formation. Une nouvelle anthropologie de l'apprenance, et donc qui fondée sur, pour moi, un certain nombre de principes. Le premier, c'est la logique du vivant, donc la question de la complexité qui a déjà été évoquée aussi. Donc la croissance et non l'acquisition, le couplage et non la conception d'un monde perçu comme un décor. La deuxième dimension, c'est le dépassement du dualisme du corps et d'esprit, de la théorie et de la pratique. Donc penser ou prendre en compte le corps, la sensibilité et les émotions dans l'accompagnement de la transformation des personnes. Troisième dimension, l'être humain considéré comme un être d'activité, encore une fois comme le pense l'ergologie, donc pas comme un exécutant, mais effectivement prendre en compte la différence entre le travail vécu, le travail réalisé, le travail réel et le travail prescrit. La quatrième dimension, pour moi, c'est la prévalence de l'être humain comme un être de désir plus qu'un être de besoin, le dépasser sans forcément le supprimer, donc partir des concernements de travail. La cinquième dimension, c'est la dialectique entre pédagogie de la décoïncidence, celle du pas de côté, celle de la réflexivité, et une pédagogie de la résonance, encore une fois. Donc faire milieu. Et puis la dernière dimension, qui me semble aussi très importante, parce qu'on en parle beaucoup depuis ce matin, c'est le dépassement de l'imaginaire de l'ingénierie, qui pour moi était idéaliste et qui est descendante, à celui plutôt du bricolage pédagogique, justement la capacité d'associer, encore une fois, dépassons la dimension de l'ingénierie sans forcément la supprimer complètement. Et je vous rappelle que la question de l'ingénieur et du bricoleur, c'était le dernier sujet au bac de philo 2023. Donc, deux modalités idoines peuvent être effectivement identifiées pour moi de façon fondamentale. C'est la question de la réflexivité, donc par l'analyse de la pratique, pour mettre au travail la question du professionnel, et donc c'est différent d'une démarche solutionniste. Toutes les démarches qui visent aussi donc à faire de la co-construction du dispositif, notamment avec les acteurs et les commanditaires, travailler sur l'analyse de la demande et passer dans une démarche que j'appellerais plutôt de l'ordre de l'intervention. Et puis, la question de l'autonomie dans, effectivement, l'engagement des acteurs en situation d'apprendre ou se développer. C'est, par exemple, la notion du cercle d'apprentissage ou cercle d'études, et nous avons quelques aficionados présents ici. Donc, cercle d'études qui permettent de co-déterminer par les apprenants eux-mêmes ce qu'ils veulent apprendre et ensemble, et comment ils veulent apprendre ensemble. Et pour finir, la conclusion que je vous propose, la culture de l'agir en alliance prend tout son sens en écho avec l'ère de l'apprenance, dans un nouveau paradigme qui dépasse la rationalité dominatrice de la modernité à travers les sciences et les techniques, sans la supprimer encore une fois. Vous avez bien compris que je suis hegelien et donc la notion de Aufhebung m'est très chère, pour s'ouvrir à une phénoménologie de la vie chère au philosophe Michel Henry, où le territoire, au contraire d'un espace d'autodestruction comme on le connaît aujourd'hui, devient le creuset de la vie, comprise comme une autogénération, auto-révélation de soi et d'autrui, de la parole vivante, notamment pour les citoyens, et de la renaissance pour mieux retrouver l'imaginaire de l'esprit de chaque lieu, comme le chante si bien Stéphane Rosès dans son livre au titre inspiré et prémonitoire, Chaos. Merci à vous. Merci Bernard pour ces réflexions et les ambitions que vous nous donnez. Alors pour terminer cette séquence et avant de partir en pause, juste en synthèse, de voir que tout ce qu'on s'est dit, c'est que les paradigmes de catalyse a impacté les deux autres modèles d'ingénierie. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir dépasser cette ère des pionniers pour passer à un déploiement des pratiques et des compétences. Mais la question qui se pose après et qu'on va aborder d'ici 10 minutes, ça va être de se dire mais sur quel modèle socio-économique cela repose, parce que développer et maintenir de façon pérenne ces pratiques de catalyse et des compétences, il faut aussi que ça repose sur des modèles socio-économiques pérennes.